Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un grand bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche pour la seconde partie des émissions que nous consacrons au Chan. Nous avons pu voir la semaine dernière l'histoire de cette école chinoise du bouddhisme du grand véhicule ainsi que ses caractéristiques. Nous allons nous arrêter aujourd'hui plus particulièrement sur ses textes fondateurs, mais aussi sur la diffusion de cette école hors de son pays d'origine. Quel est alors le rapport du Chan à l'écriture à travers les époques? De quelle manière le Chan s'est-il implanté au Japon, mais aussi au Tibet? Qu'en est-il de son arrivée en Occident et quels sont aujourd'hui les liens de cette école du bouddhisme avec les autres traditions? J'ai le grand plaisir de retrouver pour en parler notre invitée, Catherine Despeux. Catherine Despeux, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes professeure émérite à l'Institut national des langues et civilisations orientales, que vous avez publié plusieurs ouvrages sur le taoïsme et la médecine chinoise. Vous avez également traduit un certain nombre de textes bouddhiques, que ce soit des sutras ou justement des textes issus de l'école Chan. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci bien. Alors, pour commencer cette seconde émission consacrée au Chan, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Catherine Despeux, de quoi il s'agit? Quelle est cette école et quelles sont ses caractéristiques, brièvement? Donc le Chan, c'est une école chinoise qui est apparue à peu près au début du VIe siècle autour d'une figure semi-légendaire qui est Bodhidharma, lequel serait arrivé d'Inde en Chine et se serait installé au temple Shaolin dans le nord de la Chine et aurait transmis des méthodes et un enseignement particulier qui se veut une transmission directe d'esprit à esprit, sans passer forcément par les écritures. Alors justement, quel est le rapport que l'école Chan entretient avec les écritures? C'est assez particulier, je crois. Donc c'est un rapport ambigu, parce que si l'école Chan prétend qu'il ne faut pas s'en tenir aux écritures, cela ne veut pas dire qu'elles sont complètement écartées. Ce serait un contresens. Et les maîtres Chan étaient de grands érudits qui connaissaient parfaitement les grands sutras. Ce que cela veut dire, c'est que c'est en fait une réaction contre le fait qu'on se contenterait d'intellectualiser et de prendre le bouddhisme tout simplement à travers les textes, alors que c'est avant tout une expérience intérieure que chacun doit vivre et qui doit être accessible à tous. C'est aussi une particularité du bouddhisme Chan de vouloir être accessible à un plus grand nombre et donc de s'exprimer non pas dans la langue lettrée, dans le style littéraire qui était très compliqué, mais en langue parlée, donc une langue qui devait être comprise par tous. Alors je crois qu'on peut distinguer 4 grandes périodes, justement, qui ont eu aussi un impact sur ces écritures. Vous pouvez nous les rappeler? Oui, parce que si au départ, le bouddhisme Chan se fonde sur le Chan, c'est-à-dire sur l'exercice du dhyana, de la méditation assise, qui est plus importante que les textes. Caractéristique du Chan qui va en gros de Bodhidharma au 5e patriarche, donc au 7e siècle. Après cela, on arrive à une époque d'épanouissement, de fleurissement du bouddhisme Chan qui va faire preuve d'une très grande créativité avec une multitude d'écoles, on en compte 10, 17 selon les textes, et chaque école va avoir ses positions particulières, va être parfois plus radicale en disant que le Chan, le dhyana, l'assise en dhyana n'est pas vraiment fondamentale, et en développant d'autres méthodes. Donc ça, c'est la période de l'apogée, la période vraiment, disons, l'âge d'or du bouddhisme Chan. Mais progressivement, à partir du XIe siècle, le Chan, en fait, intéresse de plus en plus les lettrés et devient justement un Chan littéraire avec des écrits, ce qui va à l'encontre de ce qui, au départ, était censé être au contraire une école insistant sur l'expérience. Donc le Chan va à la fois s'intégrer à la culture chinoise. C'est la 3e période qui va du XIe au XIIIe siècle. Et après, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment beaucoup d'innovation au sein de cette école, si ce n'est qu'elle va à son tour aussi intégrer des éléments de la culture chinoise, des éléments du taoïsme et du confucianisme, et que ça va être une école dont les aspects laïques seront plus importants à bien des égards que les aspects monacaux. Alors, nous allons revenir plus en détail justement sur ces différentes périodes, en commençant par les sutras, puisque ce sont les premiers écrits qui ont intéressé l'école Chan, comme beaucoup d'écoles du bouddhisme d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il en est pour le Chan? Est-ce qu'il existe un sutra principal, par exemple?
Oui, bien sûr. Donc, le sutra principal, c'est le Lankavatara Sutra, le sutra de l'entrée à Lanka, qui expose le point de vue idéaliste du bouddhisme, selon lequel tout est création de l'esprit. Un sutra qui insiste beaucoup sur la non-dualité des choses, sur cette idée de vacuité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'une chose ni qu'elle existe ni qu'elle n'existe pas, ni à la fois qu'elle existe et qu'elle n'existe pas. Et c'est un sutra qui insiste beaucoup aussi sur le silence. On a une phrase dans ce sutra qui dit le Bouddha n'a jamais prononcé une parole. Donc le silence qui serait le seul à pouvoir vraiment exprimer cette expérience de l'éveil. C'est le sutra fondateur. Et à côté de cela, les maîtres connaissaient les grands sutras du grand véhicule, comme le sutra de Vimalakirti, le sutra du lotus, et surtout le sutra du diamant, qui est un sutra exposant cette théorie de la prajna, de la sagesse intuitive. Mais on a vu apparaître aussi en Chine des sutras dits apocryphes, c'est-à-dire qui ne sont pas des traductions d'un original indien, mais qui sont des sutras écrits en Chine. Et ces sutras sont ceux que l'on retrouve constamment dans le bouddhisme Chan. Donc c'est vraiment là la base de la littérature du Chan. Alors vous venez d'évoquer les maîtres, ces maîtres qui eux aussi ont écrit, ils ont transcrit notamment des dialogues qu'ils avaient avec leurs disciples, c'est assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit ? Oui, donc les maîtres Chan ont aussi écrit, évidemment. Tout d'abord, ils ont voulu reconstruire l'histoire du Chan et on voit apparaître à partir du XIe siècle des textes qui s'appellent les histoires de la transmission de la lampe. C'est-à-dire des histoires qui vont exposer comment, de maître à disciple, s'est transmis cette expérience de l'éveil à travers des dialogues qui avaient lieu entre les maîtres et les disciples et qui illustraient justement, qui témoignaient de la réalité de la réalisation de l'éveil par le disciple, réalité qui était attestée par le maître. Le maître attestait qu'effectivement, il avait bien eu cette réalisation. Donc ce sont des textes qui visent à donner une légitimité à l'histoire du Chan. Il y a aussi les textes écrits par les maîtres eux-mêmes, qui étaient des lettrés, qui peuvent être des chants, des chansons, ou des poèmes. Et notamment, les maîtres Chan ont développé cette habitude d'écrire un poème avant leur mort. Alors, Catherine Despeux, je crois que vous avez un poème à nous citer, un de ces fameux poèmes d'avant la mort. Alors, c'est un poème de Darwe Tsonga, un maître du XIe siècle, très simple, qui dit ceci. La vie, c'est simplement comme ça la mort, qu'il y ait une poésie ou non, est-ce là une affaire si brûlante ? Dites-nous rapidement ce qu'est un koan, si vous avez un exemple à nous citer. Alors koan, c'est la prononciation japonaise du terme chinois gong'an, qui signifie cas public. C'est donc un cas que l'on expose devant l'assemblée des disciples et qui doit être résolu. Donc exemple d'un koan, quand vous arrivez à l'extrémité d'une perche, comment faire un pas de plus ? Ou quel est le son d'une seule main ? Donc ce sont des adages qui sont absurdes, que l'on ne peut pas résoudre par le raisonnement, mais que le disciple doit garder en lui, sur lequel il doit travailler. C'est un moyen de réunir tous les doutes que l'on a en soi pour, à la fin, résoudre d'un seul coup tous les doutes, arriver à la résolution totale, l'apaisement total de l'esprit. Alors, donc on vient de voir ces méthodes particulières. J'aimerais maintenant que l'on revienne à la diffusion du Chan, puisque le Chan n'est pas resté en Chine. Comment est-ce que le Chan s'est exporté, alors aussi bien chez ses voisins, j'ai envie de dire, au Japon ou au Tibet, qu'en Occident, dans un second temps ? Comment ça s'est passé, Catherine Despeux ? Donc le Chan s'est diffusé vers les voisins, principalement la Corée et le Japon, à l'époque des Tang, donc entre le 7e et le 10e siècle, qui était l'âge d'or du bouddhisme Chan, et époque où les Japonais et les Coréens venaient en Chine chercher des éléments de la culture chinoise ou recevaient des missionnaires chinois. Donc le Chan s'est introduit en Corée dès le 6e siècle, et à partir du 11e siècle a été introduit officiellement dans le bouddhisme de la Corée. Pour le Japon, du 7e au 12e siècle, il y a eu donc progressivement des Japonais qui sont venus chercher des textes, chercher la doctrine.
qui ont rapporté des textes au Japon, à la suite de quoi des disciples de Matsu, par exemple, un grand maître Chan de l'époque, sont allés au Japon. Mais c'est vraiment à partir du XIIe siècle, XIIe-XIIIe siècle, que le bouddhisme Chan va se développer au Japon, avec deux personnes. D'abord, Myoan Eisai, qui va importer en Chine le bouddhisme Chan de Linji, de Rinzai, à la fin du XIIe siècle, et qui était envoyé officiellement par le Japon. Et la deuxième personne, c'est Dogen, au XIIIe siècle, qui va importer le Chan, le Zen Soto. Alors bon, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous dire un mot sur l'arrivée du Chan en Occident? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, si on fait une distinction entre Zen japonais et Chan chinois, en fait, le Chan chinois est pratiquement pas connu de l'Occident. Il est arrivé très tardivement par l'intermédiaire de Chinois d'outre-mer, de Chinois de Taïwan, qui ont des temples de Chan, par l'intermédiaire du vice-président de l'Association bouddhiste de Chine, qui en 1994 est venu à Paris et à nouer des liens donc, avec des disciples occidentaux qui peuvent aller en Chine dans ces monastères, et par l'intermédiaire de quelques personnages isolés comme Yen Shan, qui a écrit La Voix du bambou, un livre remarquable sur son expérience, et qui est allé apprendre le Chan lui-même dans une montagne du sud de la Chine, dans le Jiangxi. Alors, Catherine Despeux, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu aujourd'hui comment ça se passe aujourd'hui en Chine pour le bouddhisme Chan? Quel est votre regard sur cette religion? Donc, toute activité religieuse dans la Chine contemporaine est sous le contrôle d'associations religieuses officielles, et donc toute activité se déploie dans ce cadre-là. Il y a une volonté de développer à nouveau le bouddhisme Chan, avec la restauration de tous les grands temples, tous les grands monastères, notamment dans cette province du Jiangxi où il y avait les grands maîtres de l'époque des Tang. Et ce renouveau vient donc à la fois d'une volonté gouvernementale, des disciples qui ont à nouveau envie de pouvoir pratiquer la méditation Chan dans des conditions idéales, et vient aussi d'un laïc qui est très renommé en Chine, qui s'appelle Nan Huaijin, qui est un des premiers à avoir à nouveau organisé des sessions de 7 jours de méditation dans un monastère de Chine, dans le sud de la Chine, et qui fait beaucoup pour la promotion du bouddhisme Chan. Alors, qu'est-ce que ça va devenir? Je pense que la Chine, avec la modernisation, sera de moins en moins encline à aller vers des expressions monacales, mais que le bouddhisme Chan laïque, je pense, va se développer. Très bien. Bien, écoutez, je vous remercie infiniment pour tous ces éclaircissements, Catherine Despeux. Merci à vous. Pour terminer cette émission, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, le Sutra de l'estrade du don de la loi, publié à la Table Ronde. Entretien de l'INSI, traduit du chinois et commenté par Paul Demiéville, publié chez Fayard. Il s'agit de la première traduction mondiale d'un recueil d'entretiens et de sermons de l'un des plus célèbres maîtres Chan vers la fin de son âge d'or en Chine, à l'époque des Tang. Petite histoire du Chan de Nguyen U Khoa dans la collection Point Sagesse, au Seuil. À travers l'examen de tranches de vie de maîtres chinois du 7e au 11e siècle, l'auteur cherche à comprendre leur conception de l'existence, leur façon de communiquer et de transmettre leur enseignement. Et enfin, l'inscription chinoise du Zen aux éditions Les Deux Océans d'Antoine Marcel. Vous y retrouverez quelques idéogrammes et expressions spécifiques de la pensée chinoise, expliquées pour mieux comprendre l'expression originelle ainsi que le contexte de la pensée du Zen. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine.